Bienvenue à Ciné Histoire spéciale Critérion. On commence en fait notre deuxième programme double de la dizaine avec Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot. Je suis toujours en compagnie de Jade. Salut Jade, ça va bien? Oui, ça va. Une petite crise d'allergie, là. Ça se peut que, comme dans d'autres enregistrements, je m'écarte quelques instants pour éternuer de temps en temps. Mais bon, oui, ça va super bien. Pardonné. J'espère bien. Mais sinon, ça va parce que Les Diaboliques, je pense que en tout cas, oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte qu'on plonge littéralement dedans, là. Plonger, vous allez comprendre pourquoi. Puis toi, mon cher, comment vas-tu? Ouais, ça va super bien. Moi aussi, j'ai bien hâte de parler de ce film-là parce que, tu sais, je suis pas un grand fan nécessairement des thrillers, mais celui-là, il est franchement réussi, thriller, horreur, là. Pensez à Psycho, en fait, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de parallèles à tirer entre les deux films, mais avant de commencer à parler du film, on va parler un peu de la fiche technique. Donc, je te laisse y aller parce qu'Henri-Georges Clouzot, c'est quand même un pilier, disons, du cinéma français d'après-guerre, mais d'avant Nouvelle Vague aussi. Ben écoute, je pars ça, puis en même temps, j'en profite pour dire que je suis sur une chaise vraiment bruyante, donc ça se peut qu'il y ait des petits grincements, là, parce que je vais me tourner de temps en temps. Enfin, Les Diaboliques, c'est notre numéro 35 de la collection Critérion, du réalisateur Henri-Georges Clouzot, notre premier de Clouzot dans la collection, mais pas le dernier, il y en a 5 dans Critérion. Ouais. Henri-Georges Clouzot est un scénariste et réalisateur qui a été beaucoup influencé par Fritz Lang, puis le style expressionniste, là. Ça paraît pas tant que ça dans le film, mais dans le prochain peut-être un peu plus, mais ça doit être dans ses plus vieux films, j'ai l'impression, là, peut-être Le Corbeau que j'ai vu à l'époque avec j'étais au cégep là, dans les cours c'était un cours à option là, sur le cinéma, mais c'était Sylvie Belland justement qui le donnait, puis on avait vu Le Corbeau là, au complet, et en fait on référence aussi parce que c'est un film qui a fait controverse, on pourra en parler quand on y arrivera, mais parce qu'il est dans la collection Critérion, oui, Le Corbeau. Il est dans la collection, dans Inglourious Basterds on fait référence aussi au film, mais c'est ça, c'est un film qui a déplu autant en Allemagne qu'en France, parce qu'on disait que les Français étaient collaborateurs en fait des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis en tout cas en Allemagne on disait que c'était pas une bonne représentation des Allemands, donc on aura, je sais pas en fait c'est quel numéro, mais j'ai bien hâte de le revoir parce que ça fait bientôt 10 ans là, que je l'ai vu. Écoute, moi j'ai jamais vu ça, puis là après avoir vu justement 35 et 36 de Henri-Georges Clouzot, je te dirais que j'ai bien hâte de découvrir les autres, un peu comme David Lean que j'attends impatiemment. Il y en a un autre qui s'en vient dans pas long. C'est ça. Je vais aller voir pendant que tu prépares la fiche technique. Parfait. C'est quand notre prochain Henri-Georges Clouzot. Excellent. Donc Henri-Georges Clouzot il a été engagé par une compagnie allemande qui se nomme Continental, puis dans le fond le premier film qu'il a fait pour eux, ça s'appelle Le Dernier des Six, qui était une adaptation d'un roman de Stanislas André Stiemann. Puis ça a eu un énorme succès dans le fond. Ensuite, il va adapter un deuxième roman de Stiemann qui est L'assassin habite au 21, avec pas mal les mêmes acteurs là, dont Jean Freinet qu'on a vu dans notre tout premier Critérion, La Grande Illusion. Puis son prochain film après ça justement, c'est Le Corbeau qui va se retrouver dans la collection. J'ai la réponse justement parce que notre prochain c'est quand même loin, 193, mais c'est Quai des Orfèvres que tu vas mentionner ou que tu as mentionné, mais Le Corbeau est pas longtemps après, le 200 quelques, puis sinon il y a La Vérité qui est en numéro 960. Ben ça je vais en parler un petit peu dans ma distribution en fait, mais bon on y reviendra. Donc Henri-Georges Clouzot passe en cours avec d'autres réalisateurs pour son association avec les cinéastes allemands. Ça que ça a pas plu aux autorités françaises. Par contre, il y a Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre, Marcel Carné, entre autres, qui vont l'appuyer dans une lettre. Donc, la sentence qui lui avait été donnée, là, qui était très, très dure, en fait, là, c'était d'arrêter tout simplement en fait, qu'il pouvait plus toucher à une caméra pour le restant de ses jours et ne plus mettre les pieds aussi sur un plateau. Ça va être réduit de vie à 2 ans. Fait que, finalement, c'est quand même pas pire. Les lettres ont eu leur effet. Clouzot, je pense que tu l'avais dans tes informations sur le film, là, mais pour Les Diaboliques, il y a eu une espèce de guerre d'enchères pour l'adaptation du roman, parce que c'est un roman à la base. Puis Hitchcock et lui se sont battus là,
Clouseau a gagné, je pense, de 2 heures sur Hitchcock. Puis Hitchcock, ça l'a fâché, mais ça l'a aussi inspiré dans le fond, dans le style, puis comment Clouseau avait bâti son film pour plusieurs éléments qu'on retrouve dans Psycho, justement. C'est triste qu'on se rappelle beaucoup plus de Psycho que de celui-là, mais les parallèles sont nombreux, puis je pense qu'on va pouvoir y revenir là, plus tard. Clouseau va plus tard créer sa compagnie qui va nommer Vera Film en l'honneur de sa femme Vera Clouseau, qui joue d'ailleurs dans les 2 films qu'on a jusqu'ici dans la collection. Le Salaire de la peur, qui est le film qui vient juste après, donc le 36, va connaître un immense succès un peu partout dans le fond, puis remporter meilleur film et meilleur acteur à Cannes, ce qui va aussi permettre à Clouseau là, de se faire plus une réputation auprès des critiques puis des audiences à l'international, parce que jusque-là, il était bien connu en France, mais là, ça explose un peu. Puis, finalement, c'était aussi un très grand ami de Picasso, donc il a fait un documentaire sur la peinture de 15 de ses œuvres, puis ce documentaire-là a aussi gagné un prix de jury à Cannes. Puis c'est ça, je sais pas, on n'a pas encore trouvé la réponse sur pourquoi est-ce que dans un programme double, souvent c'est le film le plus récent, disons, qui est là, puis ensuite c'est le plus vieux. Je sais pas pourquoi, parce que ça aurait été beaucoup plus pertinent, parce que Le Salaire de la peur, c'est vraiment le film qui l'a mis, disons, c'est ça, qui l'a mis sur la carte à l'international. Puis c'est ça, je comprends pas pourquoi il vient après celui-là, mais bon, les deux sont sortis quand même relativement après l'un de l'autre, mais je trouve ça dommage, je sais pas pourquoi. Il faudrait investiguer encore un peu, parce qu'ils le font pas tout le temps. Là. Pour Oliver Twist puis Great Expectations, ils étaient en ordre chronologique. Pour c'est quoi l'autre programme double? On a eu Paul Morrissey. On a eu Paul Morrissey. Les 2 Flesh et Blood étaient dans l'ordre chronologique, mais pas les John Woo. Donc puis là on en a 2 autres. On a un autre programme double en fait dans cette dizaine-là de Suzuki, puis eux non plus en fait sont pas dans l'ordre chronologique. Donc je sais pas. C'est vraiment mystérieux. Comme concept. On va essayer de creuser ça là, pour le prochain programme double. Je te laisse fouiller dans les méandres du pourquoi. Et je continue ma petite fiche technique. Dans le fond, Les Diaboliques, c'est un film de 1955 de France, comme vous pouvez vous en douter. Un film de genre, c'est ça, drame, horreur, enquête, crime, tout ce qui est le fun, là, tout ce qui est vraiment ce qui fait des bons films. Il est d'une durée de 117 minutes, format carré traditionnel 1:33:1 noir et blanc. Évidemment, le producteur, en fait 2 producteurs, Georges Louraud et Henri-Georges Clouzot, scénario des frères Clouzot, mais Henri-Georges Clouzot et Jérôme Géronimi, qui est le pseudonyme du frère de Clouzot, qui s'appelle en réalité Jean. Je sais pas pourquoi, je sais pas, mais en faisant la recherche pour ce film-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pseudonymes, parce que, comme je vous disais, c'était à la base un roman de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, mais qui sont connus sous le pseudonyme Boileau-Narcejac, je pense. Puis en plus, Thomas Narcejac, c'est même pas son vrai nom. Là, je me rappelle plus c'est quoi, je sais que je l'avais dans mes recherches, mais bon. Puis ces 2 hommes-là, Boileau-Narcejac, dans le fond, ont écrit 43 romans ensemble. Je sais pas comment ça fonctionne, écrire un roman à 2. Mais c'est spécial. Ils ont écrit notamment, là, puis c'est sûr que vous connaissez ça, ils ont écrit le roman qui a inspiré Vertigo de Hitchcock, puis Eyes Without a Face aussi, dont j'ai beaucoup entendu parler tout le temps, là, mais je sais un film pas français, exactement c'est quoi. Georges Franju, je sais pas c'est quoi en fait en français, mais ça a l'air que c'est un des films d'horreur les plus terrifiants. Mais là, je sais pas si ça a bien vieilli, là, mais bon. C'est un film d'horreur assez connu, assez percutant, qui est dans la collection Criterion. Donc on va en parler sûrement dans 2-3 ans. Là. Certainement. La musique est signée Georges Van Paris, qui a fait notamment Le Masque de fer en 1962. Puis sa musique s'est retrouvée dans Moulin Rouge et dans Frida, qu'on a déjà vu. Le directeur photo est Armand Tirard, qui a travaillé avec Clouzot sur le prochain film, donc Le Salaire de la peur. Le montage, Madeleine Gog, qui a fait Le Salaire de la peur et Le Comte de Monte-Cristo dans les années 70. Puis les décors sont de Léon Barsac. Le film, Léon Barsac, qui a été nominé à un Oscar pour Le jour le plus long. C'était l'Oscar des décors là, pour les films en noir et blanc.
Puis je me demandais où est-ce que j'avais vu ça le jour le plus long, mais c'est un acteur du Salaire de la peur qui avait joué là-dedans. Donc, encore une fois, j'avais failli l'écouter l'autre fois parce que c'est un film de guerre. Puis ça se passe en Europe avec plein de nationalités différentes. Là, puis c'est comme la même journée, mais vu de différents points de vue. Puis je crois que c'est peut-être même le débarquement de Normandie. En tout cas, je me souviens plus exactement. Mais c'est un film des années 60 là, qui est quand même assez connu. Puis il y a beaucoup, une grosse brochette d'acteurs là, puis qui ont joué là-dedans. J'en doute absolument pas. On pourra en parler. J'ai vu que t'as pas mis le box-office, mais en fait, j'ai comme trouvé l'information, mais en France, le box-office est compté comme des entrées. Donc, je me souviens plus exactement c'était combien, mais c'était quelque chose comme 3,5, 3,9 millions d'entrées. Donc, ce qui est quand même non négligeable, mais le Salaire de la peur va en faire beaucoup plus. Mais bon, c'est ça, la France, ils calculent pas ça en argent, mais bien en entrée. Donc, ça fait que c'est constant tout le temps. Tu sais, dans le fond, c'est une belle façon de c'est constant, mais ça faut prendre en compte la population, évidemment, là aussi. Mais je veux dire... Mais tu sais, 3 millions d'entrées en 1920, c'est quelque chose. Mais 3 millions d'entrées aujourd'hui, c'est pas grand-chose, j'ai l'impression. Là, mais tu sais, au final, je pense que si on calcule le 1 milliard de Avengers que tu divises par toute la population nord-américaine, tu sais, ça revient au même, là. Je veux dire, tu vas arriver à ton 7, 12, 15 par personne. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est tant un handicap, dans le fond. Non, c'est une autre façon de compter. Je sais pas quelle qui est la meilleure, parce que en même temps, tu sais, Avengers, là, s'il ressort, admettons qu'il sort au cinéma le mois prochain quand ils vont rouvrir, ben là, ils sont probablement déjà ouverts, en fait, là, au moment où vous écoutez ça. Mais on est le 15 juin. Ouais, c'est ça. C'est ça, quand ils vont rouvrir, veux pas s'ils passent E.T. ou quelque chose comme ça, même au cinéma ici, ça va entrer dans son box-office pareil, mais ce sera pas le même prix que quand il est sorti. Fait que, en tout cas, c'est touché. Donc, le nombre d'entrées, moi, j'aime ça. J'aime ça quand même. Pas le Salaire de la peur, pardon, Les Diaboliques, l'édition Criterion. Il y a des commentaires sur des scènes choisies, dans le fond, par Kelly Conway, à ne pas confondre avec Kellyanne Conway, parce que en faisant des petites recherches pour savoir qui était Kelly Conway, je peux vous dire que j'ai absolument rien trouvé qui était pas relié à Trump. Mais Kelly Conway est une spécialiste des films français. Il y avait aussi une introduction vidéo par Serge Brumberg, qui est co-réalisateur de Inferno de Clouzot, une entrevue vidéo avec Kim Newman qui est un critique de cinéma et auteur, puis on a regardé ça justement. Il y avait aussi la bande-annonce, puis un essai par le critique cinématographique Terence Rafferty. Ouais, puis c'est ça, les Diaboliques, c'était vraiment bon. C'était vraiment, pour vrai, là... Bref de même! Ouais, avant même le résumé, mais non, c'était franchement bon. C'est probablement un des films que j'achèterais bientôt, tu sais, il y en a pas beaucoup, disons, que je me procurerais nécessairement, mais celui-là, j'ai le goût de le montrer à du monde, même si, à plusieurs égards, je dirais pas qu'il a mal vieilli, mais il a tellement été copié que tu sais que ça devient, en tout cas, que c'est moins original ou ça nous prend moins par surprise qu'à l'époque. Mais bon, avant d'en parler, on va parler du résumé. Donc c'est ça, de quoi ça parle, ça, les Diaboliques? Ça suit en fait l'histoire de Christina, donc qui est jouée par Vera Clouzot, une Vénézuélienne religieuse mariée à Michel Delassalle, qui est joué par Paul Meurice, donc un directeur tyrannique et cruel du pensionnat pour garçons dont elle est propriétaire. Donc, lui, il dirige, puis elle a l'argent. Nicole Horner, en fait, qui est jouée par... Horner, ouais, vu que c'est français, mais c'est ça, donc, qui est jouée par Simone Signoret, que j'ai pas vu dans beaucoup de choses, mais que j'apprécie quand même. Je l'avais vu dans un film, La Nef des Fous? Non, Les Chemins de la Haute-Ville. Non, ça doit pas être un film bien connu, c'est Coubert, la veuve Coubert, quelque chose comme ça, avec Alain Delon. C'est dans les années 70, en fait, là, mais j'avais bien... Non, 70 ou 80. En tout cas, j'avais vu ça sur la plateforme Criterion, mais je pense pas que c'est un Criterion. Okay. Peut-être une série Eclipse, quelque chose comme ça, mais c'est un film... banal, vraiment banal. Je te mentionnais les deux parce qu'en fait, c'est La Nef des Fous, elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice, puis elle a gagné nominée pour La Nef des Fous, puis gagnante pour meilleure actrice dans Les Chemins de la Haute-Ville. Donc non, ça aurait pu être ça, non, mais c'est vraiment parce que dans le temps sur la plateforme Criterion, j'écoutais juste les films qui quittaient parce qu'il y a quand même un bon roulement de matériel. Désolé pour les bruits de fond de voitures. Nos sont ouvertes. Ouais, non, même pas. Non, c'est juste très bruyant. Mais bon, c'est les joies de la
distance, mais oui, c'est ça. Donc, sur la plateforme Criterion, il y a toujours une section Leaving à la fin du mois, quelque chose comme ça. Puis, j'aimais ça au début, au lancement de la plateforme, regarder cette section-là parce que justement, ça me permet de voir des films d'une façon un peu random, puis de découvrir un peu tout. Bon, ça allait bien au début parce qu'il y avait 3, 4, 5 films, 5, 10 films qui partaient. Mais aujourd'hui, c'est rendu plus 50, 60 là, qui partent. Fait que ça s'écoute pas en un mois. Là, non, fait que, c'est ça. Malheureusement. Mais c'est là-dedans que j'avais vu. Il faudrait que je regarde, c'est quoi, il me semble que c'est La Veuve Coubert. Ou en tout cas, il y a Coubert dedans. Tu vas pouvoir trouver ça tantôt quand je parlerai. Donc voilà, Nicole. Donc on a Christina et on a Michel. Donc Nicole est la maîtresse de son mari. La maîtresse même officielle, là, parce que les deux, c'est ça, les deux sont au courant, en fait. Mais c'est parce que c'est pas tant la maîtresse. En voyant le résumé, là, la femme et la maîtresse, non. C'est parce qu'ils sont encore mariés, mais ils sont plus ensemble, là. C'est parce que Vera, Christina veut pas divorcer parce qu'elle est trop religieuse, dans le fond, puis elle voit là-dedans un espèce de gros péché. Donc, ils sont encore mariés, puis l'autre, c'est la nouvelle blonde du directeur. Donc, c'est maîtresse au sens vraiment très strict du terme, là, mais c'est la nouvelle blonde du gars. Relation extra-conjugale. C'est ça. Mais bon, les deux femmes sont quand même proches, toutes les deux. Christina voit en Nicole une compagne d'infortune qui partage avec elle la haine envers Michel, parce que c'est ça, on voit dès le début là, que Nicole se fait battre par en tout cas là, elle a un œil au beurre noir là en fait, donc elle se fait battre un peu par Michel, et puis Christina on la voit un peu plus tard aussi se faire violer, puis se faire pas battre, mais non, je pense que c'est plus violer, puis là, en tout cas violenter aussi un petit peu, puis se manquer de respect quand même à plusieurs niveaux. Donc les deux en fait vont élaborer un plan pour tuer Michel. Christina, qui est religieuse, est toutefois réticente, mais elle accepte en raison des abus qu'elle a vécu toutes ces années, puis c'est ça à cause de ce qu'il fait subir à Nicole, mais elle va être rongée de remords après l'assassinat accompli, là, qui va être une espèce de noyade improvisée, pas improvisée, planifiée, mais ça dans une baignoire. Donc le reste du film se centre vraiment sur l'attente, l'expectative, là, c'est pas un beau mot, là, mais je sais pas c'est quoi l'expectative, c'est l'attente, mais je trouve que c'est flat comme mot, mais bon, sur l'attente des deux femmes pour que le corps de Michel soit enfin retrouvé, parce qu'ils vont comme évidemment essayer de, pour brouiller les cartes, ils vont essayer de cacher le corps en quelque part pour dans une piscine en fait, pour c'est ça, brouiller les cartes un peu, puis faire en sorte d'éviter tout soupçon, mais en tout cas il y a plusieurs problématiques qui vont surgir assez rapidement. Il y a même un enquêteur qui va se mêler de l'affaire, puis c'est ça, le film culmine dans la résolution enfin là, parce que tout le long on se demande voyons, comment c'est possible, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis je pense que c'est vraiment une des forces du film là, je commencerai tout de suite avec ça, de brouiller les cartes. C'est vraiment particulier comment ils réussissent à faire ça. Tu sais, le film est comme construit un peu comme n'importe quelle histoire de meurtre là, une histoire, un thriller dans le fond. C'est construit, c'est ça. Puis on dirait que Clouzot fait exprès pour nous laisser des indices un peu partout, qui va nous, tu sais, puis tout le long du film, en tout cas pas tout le long, mais mettons pendant les 3/4 du film, on se dit ah ben ça c'est quelque chose qu'ils vont se faire pogner parce qu'ils ont pas pensé à faire telle affaire. Puis tout le long il y a plein d'éléments comme ça, puis finalement non, c'est vraiment pas vers là qu'on s'en va. Je sais pas, t'avais des exemples tantôt là, de ces cas-là? En fait j'en ai deux là, un dont tu te rappelles très bien aussi, c'est quand ils commettent le meurtre dans la baignoire, parce que ça, ils vont remplir la baignoire d'un appartement de Nicole, puis elle a des pensionnaires, dans le fond, des locataires en haut. Puis elle va leur parler pour bâtir un alibi, puis après ça, elle part la baignoire, puis là, le vieux monsieur en haut dit « ça a pas d'allure, il regarde sa montre, puis il est 10h05, là, je vais calculer le temps. » Non, mais il note dans un cahier aussi. Il y a ça, mais toute cette scène-là, en tout cas, le voisin d'en haut, il est vraiment grognon, disons, puis tout le long il est comme bon là les autres ils ont parti leur bain, c'est pas vrai que je vais m'endormir tant qu'ils ont pas vidé le bain parce que ça va faire un vacarme, pas possible. Bon, je connais pas je connais pas l'état de la plomberie des années 50 là en fait là, 60 mais 50. Je connais pas l'état de la plomberie, mais bon c'était quand même assez bruyant. Puis là il est comme bon c'est ça, je dormirai pas, puis là finalement il dort pas de la nuit parce que la baignoire, il peut vider jamais.
jamais, puis il le vide le lendemain matin à 10h. Puis là, il note dans un cahier, bon, 10h05, tel propriétaire. En tout cas, ils ont vidé le bain et tout, comme s'ils voulaient faire une plainte. Fait qu'il y a plein d'éléments comme ça où... Il y avait la bouteille, en fait, parce qu'ils vont droguer Michel. Ils vont droguer Michel en mettant un liquide quelconque qui va l'endormir dans une bouteille de whisky. Puis là, ben, quand il arrive à l'appartement, il boit un petit peu de whisky, mais... Quand on présente cette bouteille-là, c'est au début du film, les deux femmes sont dans une pièce pendant la récréation, puis Nicole lui montre la bouteille, puis là, il y a un petit enfant qui voit ça, puis Michel aussi qui les voit, puis qui dit « Ah, qu'est-ce que vous faites? » Puis là, ils sont comme « Ben, rien! » Puis, c'est un peu bizarre, puis t'as le jeune enfant qui va raconter à sa gang de gars, dans le fond, « Ah, je les ai vus sentir une bouteille, ça devait être quelque chose. » Puis là, on se dit « Mon Dieu, mais quand l'enquêteur va arriver là-dedans, ça va être désastreux, tu sais, ils auront aucun alibi tenable. Puis finalement, mais ouais. Non. on peut pas en dire plus parce que c'est un des premiers films à mettre un espèce d'écriteau là, ne gâchez pas la fin du film à vos amis, racontez pas ce qui se passe. On va essayer d'être fidèle le plus possible aux souhaits de Clouseau. J'ai pas envie parce que c'était tellement bien fait, puis je pense que c'est bien de partir pas d'attente puis pas de rien. Tu sais, je pense que je me suis écrit comme 3 ou 4 fois dans mes notes, parce qu'on prend des notes quand on regarde les films, 3 ou 4 fois là qu'il y avait un revirement de situation, de plot thickens plusieurs fois dans mes notes, fait que j'ai pas envie qu'on rentre là-dedans. On va essayer en tout cas, parce que ça vous gâcherait tout un plaisir. Là, fait que... On sait que Psycho justement a réutilisé cet élément-là à la fin du film, puis justement ça nous mettrait justement sur le bon, en tout cas je sais pas comment le dire, mais parlons un peu de cette dualité ou de cette rivalité entre Clouseau et Hitchcock, parce que évidemment on connaît Hitchcock, ben c'est peut-être parce qu'on est américain ou je sais pas trop quoi, mais ben oui, on est américain. On n'est pas états-unien, on est américain, mais c'est peut-être parce que justement l'héritage de Hitchcock est comme plus grand que nature. On en parle beaucoup au Québec, mais aux États-Unis aussi. Bon, on en parle partout dans le monde. C'est connu comme le maître du suspense, le maître de l'horreur. Mais il faut pas oublier l'apport d'Henri-Georges Clouzot, qui lui aussi à son époque, il y a toujours des époques en fait où il y a un film là, qui fait plus peur que les autres, puis qui est reconnu comme étant le film qui fait peur. Tu sais, au début du cinéma, c'était par exemple Nosferatu. Pendant un moment, justement, ça a été Psycho, qui était le film qui faisait le plus peur. Tu sais, mettons plus récemment, Blair Witch Project, là, le premier. Il y a... pas nécessairement de décadence, là, mais tu sais, il y a eu pendant longtemps L'Exorciste aussi, donc il y a toujours ce film-là. On dirait que, tu sais, il y a pas moyen de déterminer, tu sais, la meilleure comédie de tous les temps ou le meilleur drame, le meilleur film d'action. Tu sais, il y a pas vraiment ça, mais il y a souvent cette appellation du meilleur film d'horreur ou le film d'horreur le plus effrayant. Okay. Tu sais, si je te dis pense à la meilleure comédie, t'es pas capable de me penser à un titre. Ouais. Mais si je te demande, pense à un film d'horreur, tu sais, t'es capable, tu sais, qui ont marqué, tu sais, nos parents ont vu L'Exorciste, puis ils ont tout eu peur, puis tu sais, ils ont toute une anecdote à raconter là-dessus. Nos grands-parents sûrement sur Nosferatu, Psycho, je sais pas trop quoi. Mais, tu sais, c'est ça, l'horreur, je trouve qu'il se prête bien à ça. Mais je crois vraiment que c'est ça, les Diaboliques là, sont passés un peu inaperçus parce que 5 ans après, il y a eu Psycho qui est sorti puis qui a vraiment comme éclipsé un peu tout. Mais il y a tellement de parallèles entre les deux films, là, que ce soit avec la scène finale, bon, c'est pas un meurtre dans une douche comme dans Psycho, là. Non, mais c'est dans un bain. Mais c'est ça, c'est dans une salle de bain. C'est quasiment c'est pas un copier-coller, mais tu sais, un miroir, là, parce que c'est un peu la situation inverse qui se passe. Justement, c'est que c'est l'inverse. Dans le fond, c'est dans Les Diaboliques, c'est Michel qui est inerte. Mais on essaie de pas trop le spoiler non plus. Là. Ah non, mais le meurtre de Michel, je veux dire, c'est là que j'allais. Ok. J'allais à la fin, moi, c'est pour ça. Non, c'est ça, non. Okay, j'irai pas à la fin, justement. Je fais bien attention à comment je présente les choses. Mais il y a comme l'espèce de différence, en fait, de miroir, oui. Parce que tout est inversé. Dans le fond, c'est Michel qui est inerte dans le bain ou Janet Leigh, dans le fond, qui est comme très active dans la douche. Mais les deux scènes se passent dans une salle de bain. C'est vraiment... dans un cas, les meurtriers sont des femmes, dans l'autre, c'est Norman Bates. Il y a vraiment comme, tout est
miroir dans le fond, puis les deux se passent dans des salles de bain qui disaient justement dans les bonus là, sur Criterion que c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité dans le fond parce que c'est un endroit où on est vraiment nu, où on est dans notre intimité puis tout ça, puis les deux films vont aller jouer là-dedans, donc c'est ça, il y a quand même les situations sont complètement inversées, mais on peut pas dire que Psycho a pas pris son inspiration de là parce que absolument pas. Puis ça a été un fait avoué on l'a mentionné là, que Hitchcock voulait acquérir les droits du livre puis il a pas réussi. Il va demander d'ailleurs à Boileau-Narcejac pas demander, mais il va dire c'est dommage. Puis justement Boileau-Narcejac vont y écrire un livre là, qui est pour Vertigo. Ouais, qui est Vertigo, mais le titre s'appelle attendez un petit peu. Bon, je l'ai pas noté finalement. Celle qui n'était plus. Voilà. Celle qui n'était plus, donc qui va devenir Vertigo. Mais dans Psycho, c'est ça, il va mentionner. Ça c'est un peu sa réponse là en fait à Les Diaboliques parce qu'il va quand même connaître un certain rayonnement à l'international. Puis Hitchcock va vraiment adorer le film. Puis d'ailleurs l'auteur de Psycho donc qui est, je sais pas si je l'avais noté non plus, mais bon, l'auteur de Psycho va mentionner que son film favori d'horreur en fait c'est Les Diaboliques. Donc tout est dans tout, il faut croire, mais c'est ça, j'étais bien content parce que tu sais, quand tu penses à des réalisateurs de suspense, c'est dur de pas penser à lui, justement, à Hitchcock. Puis je trouve ça dommage qu'il ait éclipsé un peu les autres parce qu'il y a tellement d'autres. Puis c'est pour ça que Criterion aussi existe, j'imagine. C'est pour nous faire découvrir toutes ces alternatives-là qui existaient à gauche et à droite dans le monde. Puis c'est ça, je suis bien content justement d'avoir découvert ça. Puis c'est ça là. Je sais pas quoi dire, mais tu sais c'est vraiment un fil Hitchcock, même si il y a pas une tension qui est présente nécessairement tout le long du film. Moi je suis pas d'accord. Il y a de la tension parce que là j'ai honnêtement pas entendu si t'as mentionné une partie, mais en tout cas je vais essayer de pas trop rentrer là-dedans. Il y a les filles se posent beaucoup de questions à savoir quand on va redécouvrir le corps, puis il y a des scènes horribles, des plans pas possibles dans la piscine, puis honnêtement là j'étais sur le bout du sofa à me demander puis à trouver ça dégueulasse de parce qu'en fond ils vont faire plonger les enfants dans la piscine pour aller retrouver les clés qu'ils ont lancées dans la piscine littéralement pour que la piscine soit enfin vidée pour que le corps soit retrouvé parce que là ça fait 3 jours puis on le voit pas le corps encore, puis c'est pas le fun, tu sais, tu dis il y a pas vraiment de tension, mais moi je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Il y a de la tension, mais c'est pas un film. Je pense pas que ce film-là aurait pu être fait aujourd'hui parce que un film aujourd'hui, on dirait que c'est ça. T'as l'introduction là, qui dure une 20aine de minutes. Après ça, t'as un élément déclencheur, puis après ça, il faut que le reste s'enclenche justement. Puis là, l'élément déclencheur, le meurtre, il arrive pas mal juste après 1 heure dans le film. Là, c'est quand même très tard. C'est un film qui est d'un autre temps, mais tu sais, il a bien vieilli quand même, mais aujourd'hui, ce serait impossible de faire ce film-là parce que tu mets pas ton élément déclencheur à 1 heure quand ton film dure pas 2 heures. C'est impassable un peu. Hitchcock, dans Psycho, par exemple, c'est comme un film en 2 parties. Là. Il y a comme une scène, mettons une 40aine de minutes, c'est comme juste une scène toute seule, puis après ça, t'as une autre scène là, qui se passe au même endroit, mais bon. Mais c'est un peu la même chose, justement. Tu sais, le meurtre de Janet Leigh est quand même tard. Dans le film, on a le temps de s'attacher à ce personnage-là, ce qui est pas le cas de Michel, là, qui est exécrable là, comme personne. Mais on dit ça, on nous donne toutes les clés pour le détester. Il bat tout le monde, il maltraite les enfants, il maltraite ses employés. Il donne du poisson pourri à ses employés, il achète de la vieille piquette comme vin qui veut jamais dépenser plus d'argent, il profite de l'argent de sa femme. Fait que ça nous donne toutes les raisons pour être en fait empathique envers les deux femmes qui sont vraiment contrastées là, qui sont vraiment mis en opposition. D'un côté t'as Signoret qui est comme la femme libérée, la femme moderne un peu. Elle a tellement d'assurance, puis elle est pas particulièrement religieuse, ou en tout cas c'est jamais dit vraiment. Fait qu'il y a ça qui les oppose, mais il y a aussi le fait que justement c'est elle qui va faire le meurtre d'une manière vraiment froide, vraiment pragmatique. Tu sais, va chercher le manteau de cheminée pour pouvoir lui mettre sur le corps pour pas qu'il puisse sortir du bain. Ça dure 1 minute qu'elle tient vraiment super fort. Puis l'autre qui a de la misère à
le faire boire jusqu'à temps qu'il la frappe encore une fois, puis là qu'elle décide finalement qu'elle va l'empoisonner, mais... Parce que c'est ça, Christina est vraiment représentée comme quelqu'un de pur, religieuse évidemment, mais tu sais, de très fragile, de très insécure. Et aussi, elle est fragile parce qu'elle a des problèmes cardiaques qui vont lui jouer des tours plusieurs fois dans le film, là. Elle va avoir de la misère avec son souffle et tout ça, mais en même temps, ils vont nous présenter ces deux femmes-là comme étant complètement à l'opposé l'une de l'autre, leur motivation aussi, puis tout ça, mais dans leurs vêtements aussi, puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant, dans le fond. Tu sais, c'est un peu facile, là, mais ils le font quand même. Donc, Christina, elle va souvent être habillée en blanc, puis Nicole en noir. Puis c'est un film en noir et blanc aussi. Ouais. Puis il y a des moments où Christina va pencher un peu dans le dark side, le côté sombre. Je cherchais justement comment le franciser, mais où là, il y a justement, je pense que c'est la scène du meurtre, là, où elle porte une robe de chambre noire à plein de pois blancs. Donc, tu sais, là, il y a toujours ça vers la fin du film. Elle va avoir un débardeur avec une jupe taille haute. Le débardeur est blanc, la jupe est noire, mais Nicole est toujours en noir tout le film. Puis, Nicole est blonde, puis Vera est brune, mais il y a cette espèce d'innocence versus femme fatale à la Marilyn Monroe. Tu sais, il y a vraiment comme tous les contrastes sont là. Tu sais, les coupes de cheveux sont pas les mêmes. Je dis toujours cheveux Vera, courts, mais cheveux longs, c'est ça. Nicole, c'est vraiment comme une bombe. Tu sais, elle a les cheveux courts, blonds. C'est la femme que tu verrais fumer avec ses lunettes fumées, justement. Ouais. Puis dans une voiture décapotable. Puis de l'autre côté, il y a Christina qu'on verrait en espèce de petite fille des années 50 à la Lorraine McFly, là, tu sais, vraiment pure dans le fond. Lorraine, on va penser. Mais c'est ça, puis même justement, c'est ça, elle est toujours, elle a deux couettes sur le côté de la tête, comme une petite fille, deux tresses, tu sais, puis c'est ça, les contrastes sont partout dans la façon de les présenter, puis c'est comment ils parlent, comment ils vivent toutes les situations aussi, donc c'est ça, sont tout le long du film sont mises une en face de l'autre là en opposition, puis c'est vraiment super bien fait, c'est vraiment intéressant aussi comment c'est amené là. Puis pourtant c'est ça, dans le roman de base, les deux femmes ont pas le même en fait ils ont pris certaines libertés là, dans l'adaptation du roman, notamment parce que Clouzot voulait donner un plus grand rôle à sa femme, donc Vera qui joue Christina, mais il voulait aussi donner une actrice d'expérience avec pour bien l'épauler, donc avec Signoret, mais c'est ça, dans le livre, c'est un peu différent. En fait, c'est pas tant l'histoire de deux femmes qui s'allient contre un homme, mais c'est un homme et une femme qui tuent une autre femme parce que les femmes étaient lesbiennes. Donc, on a enlevé cette partie-là du film, mais quand même, c'est ça, on a retravaillé certains éléments. Il y a aussi les motifs qui sont pas les mêmes non plus. Là, je vous dirai pas les motifs du meurtre dans le livre, dans le film, pardon. Mais c'est ça, il y a quand même certaines libertés. On a parlé justement de est-ce qu'on aimait ça ou non, prendre des libertés au cinéma quand on adapte des romans. Bon, on n'a pas lu le roman. Fait que c'est plus difficile de se prononcer, mais le résultat est vachement excellent. Là, je pense que ça a été des modifications qui ont vraiment été ancrées dans notre mémoire collective, pour ceux qui ont vu le film, évidemment. Puis parle-nous un peu justement de Signoret, puis on l'a mentionné un peu tantôt, là, mais Vera Clouzot, elle a pas fait grand-chose. Là. Non, tu sais, justement, elle joue là-dedans. Elle a écrit avec Clouzot La Vérité, qui va être dans notre collection Criterion plus tard. Puis elle joue dans Le Salaire de la peur. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que dans Le Salaire de la peur, on est vraiment dans un film de mâle. Puis le seul personnage féminin est tenu par Vera Clouzot. Puis c'était aussi, je me spoil le prochain enregistrement, mais c'est aussi une liberté qui s'est donnée par rapport au roman, parce qu'il y avait pas de personnage de femme. Elle sert pas à grand-chose dans Le Salaire de la peur, on va se le dire, mais ça fait du bien d'avoir cette espèce de douceur-là. Tu sais, c'est toujours des scènes où ils dansent dans le bar, parce qu'elle est serveuse dans un bar. Mais bon, fait que pour Vera... Mais Vera, c'est ça, elle a rien fait parce que elle a joué dans un autre film, je crois, de Clouzot, mais après ça, elle est décédée un peu... D'une crise cardiaque. Ouais, c'est ça, un peu comme son personnage dans le film, donc ça
tristement, ça a donné un peu de popularité aussi au film par la suite parce qu'on a comme associé un peu les deux films, mais elle est pas très connue. Bon, Simone Signoret, on la connaît quand même assez bien. On la connaît aussi parce que c'est la femme de Yves Montand, qui est le personnage principal du Salaire de la peur, donc c'est pour ça que Clouzot l'a choisi pour l'espèce de rôle principal, dans le fond, de son film, parce qu'il est sorti 2 ans après. Là. Ouais, puis les deux couples sont comme devenus un peu amis pendant le tournage du Salaire de la peur, donc c'est pour ça qu'après ça, pour son prochain projet, il a proposé à Simone Signoret de jouer dans son film. Par contre, bon, il y a eu pas des controverses, là, mais dans son contrat, ça disait qu'elle était juste là pour 8 semaines. Finalement, le tournage a duré le double, donc 16 semaines, puis elle a pas été payée non plus. Donc, elle a pas vraiment aimé ça, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Sinon, parlons un peu du reste de la distribution. Ben, il y a pas de grand monde. Non, j'ai 4 autres acteurs. Dans le fond, Paul Meurice, on l'a dit, là, c'est le directeur, qui était, surtout, parce qu'il y a pas grand-chose, le mari ou conjoint, en tout cas, d'Édith Piaf dans les années 30 et 40. Puis c'est d'ailleurs comme ça que Clouzot a connu Paul Meurice, parce que je crois qu'il écrivait des chansons à l'époque, là, Clouzot, puisqu'il a commencé quand même très tard sa carrière de réalisateur. Il y avait des problèmes de santé qui l'empêchaient de faire des films. Là. Donc, il est dans le milieu depuis les années 30, mais son premier film date de 41, 42, quelque chose comme ça. Donc, il a commencé un peu tard, puis c'est ça, il écrivait des chansons apparemment pour Édith Piaf, puis c'est là qu'il a rencontré Paul Meurice. Choix judicieux pour le rôle, en tout cas. Il y a Charles Vanel qu'on retrouve dans ce film-là, qui est l'inspecteur Alfred Fichet, parce que là, c'est ça, il y a un inspecteur qui va se mêler à cette histoire-là. Un inspecteur qui ressemble étrangement à Columbo, d'ailleurs. Ça va être bref, là, mais c'est ça, il ressemble vraiment à Columbo. Honnêtement, là, j'ai même fait la recherche après. J'aime toujours ça, avoir des théories, puis trouver une recherche Google qui dit la même affaire que ce que je pense. Juste la recherche. J'ai même pas besoin de page, mais il ressemble vraiment à Columbo. Il a le même chapeau, le même cigare, le même trench coat, là, beige. Beige, on le sait pas, là, mais... on s'en doute. Tu sais, puis il parle exactement de la même façon. Puis en plus, je disais quand on le regardait, parce que les Columbo, pour moi, je les ai vus beaucoup en français quand j'étais plus jeune. Puis honnêtement, il a la même voix, mais c'est vraiment particulier. Ouais. Je pense pas que c'est lui qui a fait le doublage nécessairement, parce que là, on a commencé en 71, je pense. Columbo, Charles Vanel était déjà vieux en 55, je pense pas qu'il s'est rendu jusque-là. Mais ça se ressemble vraiment beaucoup. Puis justement, la recherche Google existe. On dit là dans les informations sur IMDb, je pense que le personnage de Columbo aurait peut-être été inspiré de ce personnage-là, Alfred Fichet. C'est pas quelque chose qui a été confirmé, par exemple, parce que Columbo, je pense que ça vient d'ailleurs, là, mais en tout cas, vous regardez mais tu sais, il y a ce même ton-là, l'espèce d'inspecteur naïf, mais qui semble déjà connaître toute l'affaire. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est quand même assez drôle. Ah, mais... tu sais, il quitte la pièce, puis les gars, une dernière chose, puis il revient, puis tu sais, c'est tout le temps, c'est ça, avoir l'air un peu niaiseux, puis finalement, juste gager les réactions des autres, puis mon Dieu, les femmes se font embarquer dans un piètre travail. Donc, Charles Vanel, sinon, il y a Jean Brocard, qui est pas très connu. Brocard, qui est Plantiveau, dans le fond, dans ce film-là. Plantiveau, qui veut être un espèce de gardien du pensionnat, qui est comme l'homme à tout faire. C'est lui qui va porter les vêtements chez le nettoyeur. C'est ça, exactement ce que je voulais dire. Vêtements qui, soit dit en passant, sont sur des cintres dans les poches de nettoyeur. Puis sinon, il y a un petit caméo que t'avais relevé. Deux caméos. C'est pas un caméo l'autre, là, mais il y a celui-là, évidemment, là, de Jean Lefebvre. Il y a Jean Lefebvre qu'on voit apparaître, là, qui a joué notamment dans Les Gendarmes avec ton préféré. Louis de Funès, qui joue un petit rôle, là, qui est un soldat un peu ivre quand les filles essaient de partir. Une autre façon de brouiller les cartes, d'ailleurs, son personnage. Ils vont gazer, là, faire le plein d'essence, puis ce soldat-là qui essaie de les pas vraiment, en tout cas, il les empêche un petit peu de partir, puis là, les filles stressent parce qu'il veut rentrer dans l'auto où le corps est. Ouais. Donc, c'est ça. Puis l'autre caméo, tu disais? Ouais, en fait, c'est que parmi les enfants, il y a un certain Johnny Hallyday qui en a à son premier rôle. J'avoue que j'ai pas remarqué c'était lequel des enfants, parce que en fait, Clouzot a fait passer des auditions à 300 enfants, puis il en a gardé 35. Puis c'est ça, il y avait Jean-Philippe Smith, alias Johnny Hallyday. Ouais, c'est ça.
puis qui est là-dedans. Il y en a un autre enfant qui est connu, mais en fait, c'est le frère d'un autre enfant connu. Donc, c'est bien possible. C'est ça, tant qu'à faire. Mais sinon, il y avait un des professeurs aussi, je me souviens plus, je pense que c'est Michel Seurat ou quelque chose comme ça. Lui, je pense que c'est un des premiers drag queens de France ou quelque chose comme ça, là. Il me semble qu'il y avait une information, mais bon, c'est pas la fin du monde, parce que c'est ça, c'est vraiment les deux femmes, et puis d'une certaine façon le directeur, Michel, mais qui est pas vraiment là de tout le film, là, mais c'est pas mal eux qui sont au cœur de l'histoire. Donc on parlait, c'est ça, de liberté d'adaptation. Donc ça, il en a fait, évidemment, il va en faire aussi dans son prochain film, Le Salaire de la peur, mais on pourra en discuter en temps et lieu. C'est un peu dur. C'est un peu dur de parler un peu du film, là, parce que parce qu'on veut pas rentrer dans là-dedans, parce qu'on pourrait tellement... C'est un film qui a vraiment inspiré d'autres films, fait que c'est pour ça que la surprise est sympathique, mais tu sais, elle est pas aussi surprenante, parce qu'on a déjà vu, toi et moi, des films qui sont quand même similaires à ça. Oui, ce qui est dommage. Mais quand je l'ai dit, parce que vers la fin, à un moment donné, j'ai fait « Ah ben maudit, je suis sûre que... » Puis finalement, c'était ça, tu sais, qui se passait. Puis je pense que j'avais des frissons, là, parce que pendant comme le 4/5e du film, on est sur une seule piste, puis là, à un moment donné, c'est une seule piste qui se divise en plein d'autres affaires, mais on est d'un côté, puis finalement, on s'en va comme ailleurs, puis c'est prévisible 30 secondes avant qu'on l'annonce. Puis oui, on en a vu d'autres, des choses comme ça, mais je le replace aussi dans le contexte que, tu sais, puis en même temps, c'est que c'est fait de manière vraiment habile. Tu sais, il y en a d'autres, des films de ce genre-là, qu'on est capable de deviner tôt, puis c'est pas son cas, parce que justement, on a tout le long, on se dit, ben là, c'est sûr qu'ils vont se faire pogner avec telle affaire, puis finalement jamais, puis il y a comme toujours une autre couche de plus. On n'est pas comme dans quelque chose de simple. Je sais pas si tu l'avais dans tes références ou peu importe, mais on n'est pas, par exemple, dans Rear Window, où ce qu'on pense que c'est à peu près ça qui se passe, tu sais, puis tous les films de même, là, que tu dis Summer of 84 ou peu importe, là, parce que c'est pareil, là, que tu dis, ouais, mais non, mais ça a pas de sens, il peut pas avoir fait ça, puis que oui, là, tu sais, c'est pas la même game, là, c'est pas la même game, puis en replaçant justement le film dans son contexte, on peut déterminer que c'est de l'horreur à l'époque, mais aujourd'hui c'est plus un thriller là, qu'autre chose, là, tu sais, ça peut, à part peut-être la scène finale qui va quand même vous donner certains frissons. Ouais, c'était pas cool, la scène mais finale, tu sais, il y a tous les codes d'un film d'horreur, tu sais, des longs corridors, des jeux d'ombre, vu que c'est un film en noir et blanc, tu sais, une certaine angoisse par rapport justement à l'ombre et la lumière. Il y a plusieurs éléments, mais tu sais, si j'ai de la misère à classer ça parmi les films d'horreur, là, mettons aujourd'hui. Il y a aussi, tu sais, sans entrer dans les détails nécessairement, il y a une belle scène totalement répugnante avec des genres de verres de contact, là, ou quelque chose, puis ça a pas l'air le fun. Ça fait peur, ça, pour vrai, parce que on comprenait pas du tout ce qui se passait, puis là, on a comme un punch qui surgit à ce moment-là. Puis moi, je m'y attendais pas nécessairement, puis c'est juste bizarre, là. C'est juste ça va vous donner des frissons, ça, j'en suis pratiquement certain. Alors, mais c'est ça, on peut pas trop vous en dire non plus. J'espère qu'on vous donne le goût, par exemple, parce que j'ai tellement envie d'en jaser pendant des heures, mais on peut pas. Faudra en jaser avec du monde, c'est ça, qui ont vu le film, mais tu sais, ça va inspirer beaucoup M. Night Shyamalan dans les twists and turns qui aime bien créer aussi dans ses films. Bon, il y a certains autres comparatifs à faire avec, mettons, The Shining, la scène avec la machine à écrire, des trucs comme ça qui est un peu bizarre, mais c'est une histoire similaire aussi à un film que je connais pas qui s'appelle Hush Hush Sweet Charlotte, qui est un film que je connais pas mais qui a été nominé à 7 Oscars, donc peut-être qu'à un moment donné on va tomber dessus. Il y a eu aussi un remake en 1996 avec Sharon Stone, puis ça c'est drôle que tu le mentionnes parce que j'ai regardé la pochette, je pense, ou en tout cas des images de ce film-là, puis la fille qu'ils ont pris pour jouer le rôle de Vera Clouseau, elle est pareille, honnêtement, là, physiquement. Vera Clouseau, dans ce film-là, moi, je trouve, en tout cas, qu'elle ressemble beaucoup à Sylvie Léonard, là, puis dans l'autre film aussi, mais les deux filles qui ont pris, là, sont comme des copies presque conformes, là, aux deux actrices originales, donc...
Puis c'est ça, il y a plusieurs éléments qui ont été repris, là je peux pas tout mentionner non plus, mais je vais juste mentionner en fait les titres. Et il y a plusieurs éléments scénaristiques, disons, qui se retrouvent dans Wild Things. Je sais pas si t'as déjà vu ça, mais c'est à peu près ça la même affaire, deux femmes qui tuent justement quelqu'un. Je pense que c'est leur beau-père ou je sais pas trop quoi. Psycho, évidemment. What Lies Beneath avec Harrison Ford, si je ne m'abuse, Mulholland Drive, etc. Puis sinon, on voit la pochette du film dans Enemy faut pas que je me mélange, Denis Villeneuve, et non pas Demolition de Jean-Marc Vallée, puisque les deux mettent en vedette Jake Gyllenhaal dans un film tourné à Toronto, les deux. Fait que, en tout cas, faut faire belle attention. Pas des films jumeaux. Mais non, je pense pas en fait d'histoire, puis ils sont pas sortis à la même année non plus là, mais bon, non, mais je terminerai peut-être en parlant de l'importance de l'eau. On verra plus l'eau de la même façon là-dedans. Bon, on sait évidemment que le meurtre, ça c'est pas un spoiler, là, mais le meurtre est dans une noyade, en fait. C'est une noyade, mais c'est ça, il y a toujours... le film s'ouvre sur un gros plan avec la piscine sale, justement. C'est un peu inconscient quand tu sais pas l'histoire, mais quand on va le réécouter, probablement que ça va nous marquer plus. Et la plomberie fait beaucoup... Ben, tes souhaits. La plomberie fait beaucoup de bruit. Il mouille souvent aussi. Donc, il y a vraiment plein d'éléments qui reviennent avec l'eau. Puis ça, c'est dans un film d'horreur, l'ambiance sonore est quand même assez importante. Là. Bon, aujourd'hui, c'est pour des jump scares et des trucs comme ça, là, mais dans The Lady Vanishes, par exemple, de Hitchcock, le son prenait beaucoup d'importance. C'était la musique, des trucs comme ça. Donc, puis on voit encore là, pas nécessairement une influence d'Hitchcock, mais vraiment un autre code du genre, c'est-à-dire l'ambiance sonore réussie puis un peu angoissante, parce que il y a pas vraiment de musique non plus dans le film. Il y en a dans la scène d'introduction, dans le générique d'introduction, puis après ça, il y a aucun autre moment de musique. Donc c'est vraiment c'est particulier de faire un film d'horreur sans musique, mais Clouseau il parvient avec brio. Puis je sais pas si t'aurais des trucs à rajouter, mais moi sinon j'irais de mon pointage final. Non, je serais prête à aller avec le pointage. C'est ça, c'est un film qu'on a beaucoup aimé. On aimerait vraiment pouvoir vous en parler plus, puis c'est le genre de film, en tout cas j'ai vraiment hâte, je le présenterai à tout le monde là, juste pour pouvoir jaser, puis malgré qu'il y a rien vraiment à analyser après ou tu sais, mais c'est juste le fun, mais c'était vraiment très très bon comme film, donc je pourrais vas-y. y aller de ma note. Écoute, ça va être pour moi un 9 qui est mon premier 9 depuis un bout là. Je pense que le dernier c'était Le Silence des agneaux, donc numéro 13. Est-ce qu'il vient de déloger justement ou... Ben ça on va le voir au top 10. On peut le voir tout de suite aussi. Non. Quand on va faire notre top 10 de cette dizaine-là, puis on va répéter notre top 3 de 0 à 40, là, j'y reviendrai à ce moment-là. Ben, pour ma part aussi, je vais y aller avec un 9, mais moi, j'avais mis 10 au Silence des agneaux, donc ça vient évidemment pas le déloger, mais c'est un film que j'achèterais pas mal n'importe quand. Là. Même Le Salaire de la peur, qu'on a un peu moins aimé, j'arrête pas d'y repenser, puis c'est des films qui nous marquent un petit peu là, puis l'image, ben c'est ça, la scène finale on va toujours s'en souvenir, j'ai l'impression. Puis c'est ça, c'est un bon thriller d'horreur qui mérite d'être vu, puis qui est vraiment pas assez vu. Il fait quand même partie des 1001 films à voir avant de mourir, donc ça c'est quand même une bonne chose, mais tu sais, il y a un mini paragraphe, là, il est vraiment pas... Même là-dedans, tu sais, il y a pas la place qu'il mérite, je trouve, parce que Psycho, c'est ça, c'est bien bon, puis ça a eu beaucoup... c'est peut-être l'espèce de marketing qu'ils ont fait autour aussi, tu sais, ils ont acheté tous les livres pour qu'ils soient en rupture de stock, puis tu sais, évidemment, là, tout le monde voulait s'arracher les dernières copies, des trucs comme ça. Bon, ça a peut-être plus marqué, c'est ça, aux États-Unis, mais vraiment, là, Les Diaboliques, je comprends pas pourquoi c'est pas plus connu que ça. Je trouve ça dommage aussi. Par contre, on peut se consoler en se disant que c'est clairement une inspiration de Psycho. Donc, tu sais, à la limite, quand tu deviendras prof, tu pourras présenter celui-là en premier, un peu comme I Confess puis le confessionnal. On n'est pas dans le même genre de parallèle, mais ça a quand même une très claire influence là, sur Psycho. Je trouve ça plate aussi qu'on le connaisse pas davantage. Par contre, vous allez en fait vous constatez déjà là qu'on l'a vraiment aimé, puis comme on n'entre pas dans les détails, ben j'espère que ça pique assez votre curiosité pour aller le regarder, parce que
c'est ça. On a été vraiment, vraiment conquis là, par ce film-là pour tous ces revirements de situation parce que c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Il y en a plein. Là, ça arrête jamais. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a donné le goût d'aller le regarder. Ben, j'espère effectivement parce qu'il vaut la peine d'être vu. Donc, ça commence très bien évidemment notre programme double. Donc, au prochain épisode, on va parler du Salaire de la peur. Donc, un autre film d'Henri-Georges Clouzot. Mais donc, fait en 53, deux ans avant. On va essayer de creuser, on va essayer de trouver l'information là d'ici le prochain épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!